Bonjour à tous à nouveau et bienvenue pour la revue d'actualité de OSIR qui, je le rappelle comme à chaque fois, n'est pas une vue exhaustive de tout ce qui s'est passé, mais une sélection soit des événements les plus importants, soit les plus drôles, voire parfois les deux. Alors, nous commençons par tout ce qui est faille avec traditionnellement la partie Microsoft. Bulletin d'octobre assez chargé. Donc là, j'ai sorti les vulnérabilités qui, à mon sens, étaient les plus importantes ou les plus intéressantes. Si vous avez du SharePoint, c'est à peu près la quatrième ligne. Faut vraiment que vous déployiez ce correctif parce qu'il y a une exécution de code à distance et ça peut être particulièrement gênant. Et sur le dernier point, si vous exposez des VPN PPTP sur du système Windows, il y a pas mal de vulnérabilités et je pense qu'il va y avoir des codes d'exploitation qui sortiront prochainement. Donc, je vous recommande vraiment de mettre à jour très rapidement. Et normalement, ça fait un mois, donc vous devriez avoir mis à jour. Et on parlera tout à l'heure de Proxy Note Shell. Alors ça, c'est le petit tableau qu'on maintient chaque mois des différentes versions de Windows avec le maintien de leur support. Donc, je vous laisserai regarder à tête reposée. Autre actualité Microsoft, Proxy Note Shell, pardon, donc la fameuse vulnérabilité du vendredi qui vient vous pourrir votre week-end, qui est sortie donc il y a un mois et demi. Souvenez-vous, donc une première SSRF qui permet de faire des requêtes non authentifiées, en contrôlant l'authentification sur le service mail Exchange à partir du client OWA, donc du client webmail. Et une deuxième vulnérabilité qui permet tout simplement d'exécuter du PowerShell, parce que c'est tellement plus simple d'exécuter du PowerShell à distance sans authentification et donc de prendre le contrôle d'un Exchange. Les vulnérabilités ne sont toujours pas corrigées. Alors, je me demande où est le correctif, ça fait quand même un bout de temps qu'on l'attend. Vous avez quelques recommandations de Microsoft pour bloquer les différentes attaques. Et là, je vous ai mis un schéma que j'ai trouvé sur Twitter qui est pas mal, qui présente différentes versions des payloads pour aboutir à l'exploitation des vulnérabilités. Et ben, à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas de date prévue pour la publication de ces correctifs. C'est très embêtant. On me dit. Oui. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a des informations, mais bon, ce serait quand même urgent que Microsoft se penche là-dessus. Pas d'infos, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent. Bah oui, il faut aller sur le cloud. Bien sûr. Et si vous n'avez pas appliqué le bulletin de sécurité d'octobre, pardon, de septembre, non, octobre, il y a une vulnérabilité dont je vous avais parlé qui concerne les tunnels VPN et en fait, la pile TCP. Et vous avez une vulnérabilité qui permet tout simplement d'avoir une exécution de code à distance et un code d'exploitation est sorti. Donc, si vous n'avez pas appliqué ces correctifs et que vous avez un serveur Windows, par exemple, exposé à Internet, je vous recommande de vous dépêcher d'appliquer ce genre de correctifs. Ensuite, grosse blague de Microsoft. Donc, comme vous le savez, Microsoft maintient une blacklist, donc une liste de, je ne sais plus comment on dit en version américaine, d'exclusion. Une liste de blocage. Des pilotes qui sont liste de blocage, d'exclusion. Des pilotes qui sont connus pour avoir, enfin, des versions de pilotes qui ont des vulnérabilités connues afin d'éviter la fameuse attaque du Bring Your Own Vulnerable Driver qui permet tout simplement lorsque vous avez une attaque sur un poste avec une élévation de privilèges, pour être plus discret, d'utiliser un pilote que vous connaissez avec une vulnérabilité, d'installer le pilote et d'utiliser cette vulnérabilité pour exécuter du code. Typiquement, moi, quand je faisais encore des red teams, sur du SI interne, j'utilisais souvent pas des drivers, mais des exécutables comme des exécutables d'antivirus qui souvent ont des vulnérabilités juste pour exécuter ma propre DLL. Et donc, en fait, Microsoft maintient depuis des années, depuis 2-3 ans, j'ai mis 2020, une liste d'exclusion justement de ces pilotes afin de les bloquer. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. La liste n'a jamais été activée, donc ça n'a jamais permis de protéger les postes. Donc, a priori, Microsoft devrait activer la liste, mais voilà. Merci Microsoft. Autre blocage chez Microsoft. Depuis peu, il y a eu un changement dans Windows qui permet d'ajouter un blocage sur les tentatives d'authentification sur le compte admin local d'un poste d'un serveur. Précédemment, en fait, il n'y avait pas de seuil, c'est-à-dire qu'on pouvait tenter à l'infini. Et ce qui est préférable, parce qu'en fait, si vous bloquez le compte admin local, ça peut être gênant. Donc là, maintenant, par défaut, c'est si vous avez 10 échecs en 10 minutes, le compte est bloqué 10 minutes. Donc attention au déni de service. Et alors, j'ai beaucoup rigolé en lisant la justification pour avoir mis en place cette protection. C'est qu'en gros, ils disent que vous pouvez avoir des accès RDP, donc à travers le réseau, et que maintenant, avec les CPU et les GPU modernes, vous pouvez avoir des attaques très performantes sur les mots de passe.
c'est qu'en fait, là, Microsoft confond totalement les attaques hors ligne et en ligne. Puisqu'en fait, sur une attaque en ligne, vous pouvez tester de l'authentification, mais c'est quand même très lent comparé à du hors ligne, où vous avez un condensat de mot de passe et vous essayez de le casser justement avec du CPU et du GPU moderne, où là, vous pouvez avoir des millions, voire des milliards d'itérations par seconde. Donc, il y a une grosse confusion entre les deux. Je suis assez surpris que Microsoft fasse ce genre de confusion, mais bon. Ça, c'est rigolo côté Linux. Plusieurs vulnérabilités sur la partie Wi-Fi, donc qui permet tout simplement d'avoir de l'exécution de code à distance sur le Wi-Fi d'un poste Linux. Vulnérabilité Chrome, en fait, je l'ai surtout mis parce qu'elle a été exploitée dans la nature. C'est la troisième, je crois, ou quatrième de l'année, qui commence à être vue comme exploitée dans la nature par on ne sait pas quel attaquant. Voilà. Donc, mettez à jour Chrome rapidement, de manière générale. Et quand un Chrome, ça marche sur Edge, etc. Alors non, le correctif est porté par Microsoft ensuite, et après, il faut que tu appliques le correctif de Microsoft. Alors ça, c'était la blague. Donc il y a quelques semaines, jours, OpenSSL a indiqué a publié le fait qu'une vulnérabilité critique allait être corrigée. Et alors le problème, c'est que ça tombait un week-end d'une veille de pont, et le correctif avait été annoncé comme publié, enfin serait publié un jour férié. Merci OpenSSL. Moi, j'ai pas mal de connaissances et de clients qui ont tiré la tête parce qu'ils ont dû être d'astreinte un jour férié. Super. Et au final, ils ont réduit la criticité de la vulnérabilité parce qu'elle n'était pas considérée comme facilement exploitable. En gros, c'est un dépassement de tampon, dépassement de pile, pardon, de la pile, la stack, lorsque vous avez un certificat qui contient un nom de domaine en Punicode. C'est-à-dire Punicode, c'est quand vous avez des noms de domaine localisés avec des accents, des caractères, je sais pas, chinois, arabes, des choses comme ça. Et en fait, vous avez une version en ASCII pur qui commence par XN-, qui permet en fait d'avoir une version entre guillemets encodée. Et donc, en signant un certificat avec le bon nom de domaine, mais par une autorité de certification publique reconnue, vous pouviez arriver à une exécution de code. Par contre, c'était surtout sur de l'authentification client, c'est-à-dire que c'est le certificat utilisé par un client pour s'authentifier sur un serveur. Donc, c'est pas ultra facile à exploiter. C'est pour ça qu'ils ont réduit la criticité de la vulnérabilité. Surtout que pour avancer, pour aller plus loin, pour progresser sur un système moderne, il faut aussi contourner tout ce qui est ASLR, le flag NX, ce genre de choses. C'est pas impossible, ça se fait, mais bon, voilà, ils ont quand même baissé la criticité de la vulnérabilité. Donc tout ça pour ça. Merci OpenSSL pour tous ceux qui ont passé un week-end de pont un peu stressant. La vulnérabilité SQLite, je la passe, c'est juste assez rigolo. C'est quand vous utilisez une chaîne de caractères un peu trop longue qui dépasse la taille de MaxiNT, donc signé, donc 2 milliards divisé par 2, bim, vous pouvez exécuter, enfin, vous avez une exécution de code. Voilà. Et la vulnérabilité existe depuis les débuts de SQLite. GLPI, un contournement de l'authentification avec l'exécution de code trivial. Je vous ai mis l'exploit dedans tellement c'est facile. Zimbra, ça c'est en cas de progression suite à une exécution de code. Vous pouvez avoir une élévation de privilège local. Pareil, le code d'exploitation, il est trivial. C'est juste, vous écrivez une ligne un shell dans un fichier et vous l'appelez juste en appelant postfix. Enfin, c'est assez effrayant, mais bon, voilà. C'est du piratage de haut vol, hein, ça. Alors ça aussi, c'est critique. Juniper, donc, qui fait pas mal d'équipements réseau et sécurité, firewall en particulier, a des passerelles VPN SSL. Et ces passerelles VPN SSL sont vulnérables à pas mal de vulnérabilités, en particulier la première, qui est une désérialisation d'archives PHP, les PHAR, PHAR, où en fait, lors de la décompression et de l'utilisation de l'archive, il y a une désérialisation. Enfin, vous pouvez faire appel à une fonction qui est appelée à chaque fois, et donc exécuter du code PHP, donc derrière, arriver à une exécution de code complète. Et ce qui est rigolo, c'est que vous avez aussi une XSS réfléchie sur l'authentification, ainsi qu'un pass traversal, et globalement, vous pouvez combiner le tout pour aller exploiter la première vulnérabilité si vous le souhaitez. Fortinet aussi. Alors ça reprend la vulnérabilité dont nous avions parlé le mois dernier, pardon. Là, vous avez carrément des codes d'exploitation que je vous ai mis dans les liens Twitter. Et je le rappelle, on n'expose jamais un portail d'administration d'un équipement quel qu'il soit sur Internet. Tu le dis à chaque fois. Je le dis à chaque fois, mais je le répète à chaque fois. Il expose sur Internet. Par défaut, en fait, normalement, tu es censé configurer ta patte d'administration
Et après, tu lui mets l'IP que tu veux et tu es censé la configurer toi-même. Et en général, je pense que les gens, pour des questions de commodité, l'exposent à Internet. Après, il y a un problème avec un certain nombre d'équipements de ce type-là, type Palo Alto qui fait aussi du VPN, Fortinet qui fait du VPN, c'est que tu dois quand même exposer une page pour ton VPN. Parce qu'en fait, tu as deux types d'accès VPN. Tu as l'accès direct avec le client, tu te connectes direct. Et il y a d'autres accès où tu passes par la page, tu mets login, mot de passe, et après, ça peut te lancer un VPN. Et tu es quand même obligé d'exposer une page. Cette page, c'est du PHP. Et généralement, tu peux quand même essayer de contourner l'authentification par cette page qui n'est pas la page d'admin, mais qui est juste la page finalement que tu exposes du VPN. Celle-là, je l'ai juste mise parce qu'elle est exploitée dans la nature. Et l'évaluation de privilèges locales sur iOS, ça c'est typiquement le genre de vulnérabilité qui est combiné à une première exécution de code à distance et c'est exactement le genre de choses qu'on a sur les chaînes de vulnérabilité dites zéro clic utilisées par les saletés genre Pegasus de NSO, donc une espèce de malware qui permet de faire de l'espionnage. Ensuite, côté piratage, bon, le premier, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui s'est fait un petit peu voler 116 millions de dollars, c'est pas mal. Et en fait, c'est une attaque sur un espèce de système qui permet de faire une espèce de prêt, mais en fait, l'information du prêt arrivait avant le fait de pouvoir faire une nouvelle requête. Donc, en gros, la personne pouvait faire des paris sur l'argent en connaissant déjà la valeur et donc pouvait récupérer de l'argent et donc à enchaîner. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, le voleur a proposé en fait de rendre l'argent moyennant de récupérer une somme qui servait à payer. Alors, je ne connais pas les histoires, une espèce de projet, je ne sais pas quoi, Solend. Mais surtout, ce qui est rigolo, c'est que la personne ayant plein de crypto-monnaies était majoritaire dans le vote. Donc, en gros, bon, le vote, il servait un petit peu à rien. Deuxième point, c'est assez rigolo, enfin rigolo, je sais pas, c'est un employé de Deloitte en Inde qui en fait a été, alors, je sais pas s'il a été arrêté, mais en tout cas était le chef d'un gang de cybercriminels qui bossait principalement pour un, un détective privé anglais. Et ça faisait plusieurs années en fait qu'il piratait toutes les cibles du détective privé. Alors je crois qu'il y avait des politiciens, des journalistes, oui c'est ça. C'est surtout les gens de la FIFA. Il y avait aussi Platini, je crois, dans la liste. Ouais, il y a tous les mecs de la FIFA Ouais. qui ont du Qatar. Mais le fait que quelqu'un soit employé et puis en parallèle ait monté sa boîte, En fait, le sujet, c'est la dernière puce, c'est que la loi indienne est quand même assez clémente avec tout ce qui est délit cybercriminel. Oui, Eric, question. non, non, c'est pas facile, hein, c'est un pays fédéral Oui. et les enquêteurs, ils sont au niveau des États locaux. Et ouais, donc, ils ont un gros problème. C'est plus un problème à coopérer que leurs infractions, elles sont à la hauteur des enjeux. C'est compliqué d'enquêter dans tel pays. Ensuite, Christophe, c'est là. Ouais. Ouais. Alors là, c'est. Alors, J'aurais pu le mettre dans la partie troll. C'est un rançongiciel qui s'amuse autour du chiffre 666. Donc à chaque cycle, il écrase 666 octets de manière aléatoire, tout en laissant le reste comme il faut. On voit la petite ligne de code là. Et puis, il s'amuse aussi, en plus de wiper, à installer des portes dérobées. Donc, il se base sur une liste de dossiers sur lesquels il va éviter de se faire repérer, style Windows ou programme data ou documents en paramètres. Et tout ce qu'il va trouver en fichier 64 bits, il va les essayer de désinfecter avec une porte dérobée. Donc là, une petite Sympa. lecture qui peut être intéressante. Et pour le suivant, quand la musique est bonne, on ne s'en prive pas. Là, c'est un Britannique. Encore, il y en a quelques-uns comme ça qui ont entre 20 et 30 ans. Pour le coup, lui, il a été condamné pour avoir revendu de la musique. Il allait, grâce à des attaques qu'il a menées, grâce à du hameçonnage, récupérer des infos sur les boîtes email, les réseaux sociaux ou dans le cloud, d'éléments lui permettant d'accéder à des comptes Dropbox. Une fois qu'il était sur le compte Dropbox, il était tranquille. Et là, il a réussi à accéder à celui de Franck Océan, par exemple. Là, le manager avait déposé des musiques originales et donc le gars s'est servi. Et puis, à quoi bon en rester là? Il a vendu à peu près 1200 chansons qu'il a échangées contre des crypto-monnaies sur le dark web. Et aujourd'hui, il écope de 18 mois de prison. Autre sujet sur la vulnérabilité qu'on peut avoir par rapport à un élément. Là, en l'occurrence, au Danemark,
dans le cadre du pilotage en fait, des trains, l'ensemble des conducteurs de train ont accès à un système qui leur donne positionnement, vitesse, travaux sur les voies. Et des pirates ont réussi encore une fois, une voie de hameçonnage en logiciel, prendre la main sur le logiciel du sous-traitant et puis le mettre KO. Du coup, la résultante, c'est une petite histoire de rien du tout. Juste plus de train au Danemark pendant une bonne journée. Fort de ça, en fait, comment dire, les affichages de trains, on peut constater qu'en Europe, il y a eu des piratages en Italie. Les affichages de trains ont été impactés. Ou sur le système de vente des billets, il y a aussi eu des problématiques. Quand on regarde encore un peu plus loin, il y a des activistes biélorusses qui, non contents de voir Minsk supporter le régime russe, ont attaqué aussi le système ferroviaire et ont réussi à bloquer des trains qui faisaient le transport de troupes. Et là, les États-Unis se saisissent un petit peu du sujet en se disant attention, là, ça pourrait nous arriver. Donc, ils mettent en place une action pour protéger leur réseau, la partie cyber en fait du réseau ferroviaire. Ensuite, le Smooth Opera, les Français s'y mettent. Là, en l'occurrence, enfin les Français, en tout cas un groupe francophone, depuis plusieurs années. Des chercheurs ont montré que ce groupe, qui s'appelle Opera Premier d'après les comptes de messagerie qu'il utilise, a attaqué un grand nombre de banques en Afrique de l'Ouest principalement. Les éléments ont été découverts pour grossièrement 11 millions de dollars de vol. Mais a priori, ça pourrait se monter jusqu'à 30 millions de dollars. Et là, en l'occurrence, il y a des CERT qui avaient publié des informations, ça c'est intéressant aussi dans ce cas-là, des TTP, des indicateurs de compromission pour aider les organisations, et en particulier les banques, mais aussi les clients des banques potentielles à se protéger. Et on constate dans cette enquête que le groupe s'est fait très discret une fois qu'il a vu que les informations les concernant ont été publiées. Donc, ils ont fait un petit peu profil bas pendant quelques temps et fort de tout ça, ils ont modifié leur méthode, ils se sont adaptés au système et ils sont repartis de plus belle. Mais bon, au final, ils se sont fait pour une partie arrêter. Ensuite, ouais, il y a quelques petites infos intéressantes. Là, à un moment donné, on parlera de quand l'attaque ne fonctionne pas. Là, malheureusement, Maple Leaf Foods, c'est un gros industriel, le producteur principal de viande et d'éléments préparés au Canada. Plus de 14 000 salariés, 21 sites de fabrication qui se retrouvent affectés par une attaque. Encore une fois, alors toujours un peu délicat, on a des informations sans en avoir dans ces cas-là. L'entreprise, en tout cas, a informé avoir mis en place des plans de continuité de l'activité, ce qui, même s'ils ne fournissent pas plus d'informations sur le sujet, montre qu'il y a eu un impact suffisant et que ça allait leur prendre du temps à avoir encore à restituer le service dans de bonnes conditions. Hôpital, on ne parle pas d'une revue sans parler du monde des hôpitaux. Là, en l'occurrence, l'un des plus gros hôpitaux d'Osaka qui se trouve attaqué par un rançongiciel encore une fois et qui met dans l'incapacité les services médicaux de poursuivre des activités qui vont bien. Donc là encore, on priorise on priorise donc les actions, on annule tout ce qui est du plus ou moins non urgent et tout ce qui est urgent, on le garde. Ce qui est intéressant, c'est que le pirate a demandé à l'hôpital de payer une rançon en Bitcoin. Il a prévenu que le montant variait en fonction de la rapidité de la réponse de l'hôpital. Donc, grosso modo, plus l'hôpital mettait du temps à répondre qu'ils étaient prêts ou pas prêts, plus le montant de la rançon augmentait. Et les responsables de l'hôpital ont expliqué que peu importe, de toute manière, ils revenaient au dossier papier pour assurer le fonctionnement de l'hôpital. Comme quoi, avoir un plan de secours, ça fonctionne aussi avec du papier. Pour la suite, voilà. Alors, je ne sais pas si Florian est toujours avec nous, mais là, pour le coup, c'est une histoire de bonne nouvelle. Si Florian, tu veux intervenir, tu peux en complément. Quand l'ODR vous sauve, là, en l'occurrence, un démonstrateur, donc une preuve de concept avait été mise en place par Flang pour la
communauté de communes de Caen, de ce que j'ai compris. Et il se trouve Ouais, qu'au moment où… Vas-y, tu veux peut-être évoquer, c'est peut-être aussi simple, tu connais mieux le sujet que moi, peut-être. ouais, je le connais. Alors, en Tu fait, dis? c'était la ville de. Je disais, je le connais plutôt pas mal, puisqu'effectivement, on l'a suivi de près c'est au mois dernier. Donc, en fait, pour la ville de Caen, on avait lancé une expérimentation. Tout à l'heure, pendant mon intervention, l'expérimentation, c'est toujours un bon moyen de tester l'EDR. Et donc, l'expérimentation s'est finie en juillet-août, je crois, de mémoire, avec Caen. Et alors, donc, tout est expliqué, hein, RSSI explique toute la démarche dans l'article. Mais globalement, fin de POC, on laisse le POC en place parce qu'on va globalement en phase opérationnelle repartir de l'expérimentation pour la construction de l'ensemble du déploiement sur tous les postes. Donc, pendant cette phase de contractualisation, on laisse le truc en place. Mais à ce moment-là, la stack n'est pas vraiment supervisée. C'est vraiment la phase transitoire de 2-3 mois, quoi. Et à un moment, dans les équipes du RSSI, quelqu'un se connecte quand même pour aller voir ce qu'il y a sur la stack. Quand même, il reste une dizaine de postes après l'évaluation. Ils ont enlevé le lab. Et là, ils tombent sur des alertes qui sont un peu suspectes. Ils nous appellent immédiatement parce qu'on se demande si c'est nous qui avons joué des scénarios, mais nouvelles règles. Et donc, on se rend compte rapidement qu'ils sont en train de subir une attaque sur le système d'information. On déploie dans la foulée sur tout le parc. Sans attendre la fin de la contractualisation qui peut être un peu lente sur l'administration centrale française. Et on réalise avec eux et avec Capgemini la réponse à incident un petit peu en avance de phase. Ce n'est pas la première fois qu'une expérimentation permet de détecter une attaque cyber. On a eu le cas à Noël dernier. Dans le domaine du retail, en plus, donc la période de Noël, c'était assez intéressante. Faites des expérimentations. Les attaquants étaient à quelle phase de Sur quand ça, je ne saurais pas te dire exactement. Pour le coup, ça a été traité directement par technique chez nous. Mais ils étaient bien présents dans le réseau. Suffisamment pour être détectés. Ouais, suffisamment pour qu'ils aient quand même réussi à taper des petites machines qui étaient un peu en top. Ouais, il y avait des balises Cobalt Strike, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Oui, il y avait des Cobalt Strike qui étaient les fameux. Et après, merci, Florian. Oui. Ouais, je conclue juste, Vlad, juste pour dire que voilà, si vous avez des informations de ce genre, pour juste faire en sorte que les revues de sécu ne soient pas que toujours du côté de les attaquants ont réussi, on peut aussi montrer, et ça fonctionne, que des fois, lorsqu'on met en place les mesures de sécurité pour se protéger, ça sert à quelque chose. Voilà ce que je voulais souligner avec ce point-là. Vas-y, Vlad. Tu as raison. Le dernier, c'est piratage de métro, malheureusement, qui a réussi. Métro, je pense que tout le monde connaît, c'est une chaîne de distribution plutôt orientée professionnelle et association, juste comme ça. Et malheureusement, il y a pas mal de choses qui sont sorties et les attaquants ont tout publié sur leur site, voilà, malheureusement. Quel pays Chez nous, en France. Ah, j'ai pas regardé les passeports, parce qu'il y avait des photos des passeports. Il y a de l'Europe aussi, et a priori. Alors là, allez-y, détruisons. Alors, les petites copies d'écran sont dans l'article pour ceux qui veulent, mais en quelques mots, LinkedIn lutte contre la création de faux profils. En juin, ils ont reconnu qu'il y avait une augmentation des activités frauduleuses sur leur plateforme en lien avec la création de profils pour lesquels ils avaient du mal à spécifier si c'était des vrais, des pas vrais. En juillet, ils se sont rendus compte qu'il y a une prolifération de profils qui étaient liés à des postes de responsable de la Sécu ou de directeur de la Sécu, des CISO. Et ce qui s'est passé, c'est que les attaquants ont même réussi jusqu'à
venir infecter en fait un site qui recense le top des 500 en mettant le RSSI, le ciseau de Exxon comme n'étant pas le bon dans le classement officiel. Continuons. En octobre, et il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, une baisse vertigineuse en fait de près de 50%, en gros grossièrement 50% des profils de salariés Apple. Donc on est passé de 500 000 à quasiment 200 000 et de 33% sur les salariés Amazon, 1,2 million à 800 000. On ne sait pas très bien d'où ça vient. LinkedIn n'a pas précisé plus que ça, pas voulu intervenir ni Apple ni Amazon. Mais a priori, ce serait lié à des problématiques de bots qui créent des faux comptes basés sur des informations d'employés. Donc, avec une assistance de machine learning, ils créeraient en lien avec des photos préexistantes de comptes qui sont réels ou des informations trouvées sur le net, et des comptes quasiment similaires ou assez proches d'eux, qui soient suffisamment bien faits pour être vrais, mais suffisamment pas bons pour être faux. Et a priori, donc cet été, LinkedIn a fait du ménage. Et du coup, on s'est retrouvé avec les comptes qui se sont effondrés. Donc la question, c'était demain, comment vous pouvez faire confiance à un compte LinkedIn. LinkedIn a mis en place des mécanismes maintenant de validation. Ils affichent dorénavant la date de création du compte pour que le compte ne soit pas, pour qu'on constate que le compte a que quelques jours ou quelques semaines si on le souhaite. Et ils vont étendre leur offre de validation de domaine pour assurer certifier en gros les comptes. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer dans les mois qui viennent, mais le mot d'ordre, c'est prudence. Ils ont pas mal communiqué sur les mesures en place pour sécuriser, protéger tous les comptes, en particulier des grosses boîtes américaines. Et typiquement, je crois que c'est Apple, AWS, Amazon, etc., Google. Il y a des mesures de sécurité qui sont mises en plus si tu te dis faire partie de ces entreprises. Ils ont également annoncé qu'ils faisaient de la reconnaissance, pas faciale, mais de deep fake pour essayer de détecter les faux visages, ce genre de choses, pour justement éliminer les faux profils. Ouais, ok. Donc du coup, l'offre de validation de domaine, elle n'est peut-être pas faite que, en tout cas pour les grandes entreprises, ils doivent coopérer, je pense, avec LinkedIn pour assurer éviter la création de comptes sauvages sur la plateforme. Là, l'histoire d'un pirate qui, et c'est assez bon, a réussi à voler 50 000 bitcoins. Alors, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, le site Silk Road, savoir si c'est l'ancien ou le nouveau. Là, en l'occurrence, l'information ne précise pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de dire que le pirate a exploité un décalage, donc une faille dans le système de transaction du marché, qui lui a permis de retirer plusieurs fois son propre dépôt fiduciaire. Et là, en l'occurrence, en faisant ça, il a accumulé au fur et à mesure des bitcoins. Là, les 50 000 bitcoins qu'il a réussi à avoir, il les a ensuite déplacés vers différents portefeuilles pour masquer la trace d'argent. Mais au final, il s'est quand même fait tracer par le FBI. Et au final, ils ont retrouvé chez lui, et là c'est juste pour le fun, au-delà des 53 300, parce qu'il a réussi à faire fructifier par une autre faille en fait, ce qu'il avait déjà acquis en Bitcoin. Des petites choses telles que 4 barres d'argent, 4 barres d'or, des lingots d'or aussi, des pièces d'or. Donc il a converti au fur et à mesure son pécule virtuel de crypto-monnaie en pécule de monnaie sonnant et trébuchante bien comme il faut. Là, il encourt la peine maximale potentielle pour fraude électronique qui est de 20 ans grossièrement. Il n'avait pas acheté d'immobilier, parce que moi j'aurais fait ça en plus. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas retrouvé de titre de propriété, mais peut-être que il l'a fait et que ça n'a pas été retrouvé au cours de la perquisition. Mais à voir. À investiguer, du coup, Hervé. C'est la plus grosse saisie de Bitcoin dans le monde. Saisie judiciaire. Et ça représente. Regardez le taux du jour du Bitcoin, mais. C'est 20 000 $. On est dans un milliard de dollars. Ils en font quoi? Vous en faites quoi après? On les revend. Vous ne pouvez pas les distribuer en tant que prime à tous ceux qui ont participé à l'enquête? Mais ce qui était bon dans cette histoire, le gars s'appelle Zong, donc il a été
capturé en mars 2022 et son procès est en attente en février 2023. Ce que je trouve extra, c'est qu'il a réussi à voler en fait un site de cybercriminels, puisque Silk Road, c'était un site qui a été fermé pour malversation, quoi qu'il arrive. Donc, c'est quand les pirates arrivent à exploiter d'autres pirates. Je trouve ça toujours assez cocasse. Ils vendaient de la drogue et des services criminels divers. Il avait une boutique de CBD, c'est ça? Et en fait, si certains sont intéressés, il y a l'un des. Alors, il y avait, je ne vais pas être trop m'étaler, mais il y avait 2 grands services, dont le service des douanes, qui ont été impliqués dans l'arrestation de la personne qui était derrière de Silk Road. Il est passé au FIC. Il a fait une intervention il y a 3-4 ans. C'était extra. Et si ça intéresse certains, il doit y avoir des traces sur la manière dont l'investigation a été menée et jusqu'où le site allait. Effectivement, il a failli y avoir des meurtres commis parce qu'il y a eu le site a revendu des services de tueurs à gages. Donc ça, c'est ce qui fait aujourd'hui le buzz quand on parle de celui-ci. Mais comme ça a été dit précédemment, c'était surtout le trafic de drogue. Le trafic de drogue qui était au cœur de Silk Road. Les coupures simultanées de 2 câbles d'accès à l'Internet en Union européenne. Alors, ça, c'est assez étonnant. Là, je n'ai pas énormément d'infos, juste pour mettre en avant le fait qu'il y a eu pas mal de temps de latence. La Zscaler a fourni cette information. Dans un premier temps, c'était un câble sous-marin, mais a priori, il y en a eu plusieurs. En tout cas, ouais, alors sur Marseille, Zscaler, la seule source, a priori, c'est Zscaler. Donc, ouais, c'est la seule source. les gens C'est ça mettent qui est un peu embêtant. les affirmations de Zscaler. Marseille, oui, mais le truc des Zscaler. Donc, en fait, les 2 trucs, c'est que Marseille, il y aurait eu 2 points d'impact. Donc là, je parle au conditionnel parce que voilà, je n'ai pas suffisamment d'éléments sur le sujet, mais 2 points d'impact. Un sur Marseille, sur lequel, en tout cas, entre Marseille et des villes italiennes, ils ont vu des coupures. Là, Zscaler en a parlé de celui-ci aussi. Oui. Et puis, il y a une problématique en Écosse, où a priori, là, on ne sait pas si ça aurait pu être une opération simultanée cybercriminelle, c'est un peu particulier, mais l'ensemble des îles des Shetland ont été coupées. Il y a plus de 22 000 personnes sur ces îles-là. La question se pose en termes de plans d'action qui ont été mis. Zscaler a dit qu'ils ont rerouté autant qu'ils pouvaient, qu'ils ont constaté donc de la latence sur le réseau. Là, on peut se questionner, c'est entre autres par rapport au sabotage qui a eu lieu en France il y a plusieurs mois. Est-on capable au vu du volume de données qui circulent sur l'Internet, au vu de notre dépendance de plus en plus forte sur le cloud, comment ferait-on si on avait une coupure beaucoup plus importante et qui durait beaucoup plus longtemps? L'idée est juste YouTube de se et questionner sur le Netflix sujet. marchent moins bien, mais sinon, Ouais. Je te passe la main. tu limites YouTube, YouPorn, Netflix, et puis c'est bon, le problème est réglé. Mais on se demande quel est l'État qui aurait des capacités sous-marines qui irait faire des trous dans les pipelines et couperait les fibres. On se demande bien. Alors, les pipelines de gaz, non, les pipelines. Putain. il y a juste un truc qui est paru dans la presse, c'est les activités un petit peu douteuses de certains bateaux russes qui auraient été équipés de drones sous-marins. Comment ça, douteuse? Non, Ouais. voilà. Et bref, tout ça pour dire que ça pourrait être un point de vigilance. Là, moi, j'ai pas d'infos plus que ça. On va pas spéculer et surtout pas faire de faux buzz. Mais voilà, j'ai lu un article sur le sujet. Dans le cas Des de bateaux, la des situation actuelle en perdus, Ukraine. par hasard. Mais bon, c'est juste un point de vigilance, d'accord? Il n'y a pas de question à se poser un peu plus loin. Juste pour se dire, voilà, si jamais il se passe quelque chose plus tard, on se rappellera peut-être de ça, on pourra se poser des questions. Je te laisse la main. Après, en parlant de la Russie, est-ce que vous utilisez Telegram? Oui, non? Très bien. Votre nom, votre pseudo est lisible sur les trams TLS, tu vois, en clair, c'est magique, c'est génial. Je repose la question, tu utilises vraiment Telegram? Ouais, super. On peut te géolocaliser si tu as la fonctionnalité Find, enfin trouver mes copains aux alentours. Donc bon, super Telegram. Et l'autre point, c'est si vous avez iOS et que vous utilisez le VPN iOS, en requête DNS passe en dehors du tunnel.
ce qui est super pratique pour savoir ce que vous faites. Donc, bon, enfin, autant les deux premières, je me pose la question, autant le coup du VPN, je pense que c'est juste une erreur d'Apple et enfin, j'espère que c'est vraiment une erreur de leur part. Va savoir. Dropbox. Ah non, c'est Drop My Box, ouais, c'est Dropbox qui est effacé le récent de fuite côté Dropbox, ils ont bien été attaqués. Alors là, c'est intéressant, exploitation possible via l'accès à des comptes GitHub. Donc les salariés ont été hameçonnés dans un premier temps et ensuite ils ont été amenés. Donc pour réussir l'action, plusieurs employés de Dropbox se sont retrouvés sur une fausse plateforme d'intégration. Donc ils ont réussi avec le hameçonnage pas forcément à récupérer de l'info direct, mais à les rerouter sur une plateforme de dev qui s'appelle Circle CI. Et ils ont été invités, bien entendu, à saisir les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Sur ces mêmes pages, il y en a même qui ont été invités à rentrer des informations d'authentification matérielle ou de mots de passe à usage unique. Et grâce à ça, les malfrats, les pirates, ont réussi à récupérer 130 référentiels de code à Dropbox. Donc voilà, là pour le coup, méfiez-vous. ensuite fuite de données. Alors, il y a l'ARTP qui, c'est l'espèce de un mélange de PTT de l'époque France Télécom du Sénégal, qui a été piraté avec la publication d'une quantité folle de données, malheureusement, des données personnelles, des communications internes, etc., des documents internes, ça c'est un peu triste. Logbit aussi, qui a annoncé avoir piraté Thales et qui a publié les données hier. Et en fait, il n'y a rien. Donc, Alors, voilà. ouais, Je sur sais ce pas. sujet-là, En tout cas, il y j'ai a un petit regardé peu une juste histoire. Ils ont déjà fait état de fait qu'il en y août, ils avaient avait des annoncé. soucis. Ouais. Ouais, exactement. Et puis En fait, dernièrement, c'était Thales a juste une dit. espèce de. C'était les docs Azure Ouais, qui je me sont demande s'ils n'ont piratés pas à fait nous. du buzz Logbit. Parce que, en fait, au final, Possible. quand Logbit a dit le 7 novembre, on publiera tout, Thales a dit grossièrement oui, bah, si vous voulez, mais c'est une fausse Ah, menace il parce y a, qu'on il y sait que les a- données que vous avez, elles sont pas capitales, quoi. En gros, on sait que il y vous a- n'êtes il y pas a un rentré dans anonyme des au données fond de la sensibles. salle qui a levé la main là. Ah, Vas-y, Eric. Ouais, faut pas oublier que sur Logbit, en fait, c'est pas Logbit, c'est leurs affiliés, Oui, leurs aussi. clients. Et donc, c'est pas le Logbit qui fait du buzz, c'est un affilié de Logbit qui prétend avoir récupéré ces fichiers-là et qui utilise la plateforme de Logbit pour le faire. Alors, je ne défends pas l'image de Logbit, mais Il a des actions. non, mais c'est important de préciser, on est d'accord. pour que tout le monde comprenne bien qu'il y a plusieurs acteurs. C'est vrai qu'il y a plein d'affiliés, fournissent la plateforme, une partie Ils de n'ont pas tous l'outillage. le niveau. Mais en l'occurrence, la demande de rançon, elle émane de l'affilié ou elle émane de Logbit? Elle est publiée sur la plateforme de Logbit. Mais elle vient de l'affilié, normalement. Et elle vient de l'affilié, mais il n'y a pas d'identification de l'affilié. Ouais, c'est ça. Donc en fait, l'affilié, il prend le service aussi auprès de Logbit de faire le mandataire pour aller non seulement émettre la menace, faire la publication de données et demander la rançon. Il faudrait mettre des notes de satisfaction sur les affiliés, tu vois, les petites étoiles comme sur Ouais. Amazon. On fait des bonnes idées, toi. Alors ça, c'est rigolo, c'est suite au leak Conti. Donc là, c'est un autre groupe dont je n'avais jamais entendu parler, moi, qui a priori a été piraté par un interne. En tout cas, toutes les communications internes ont été publiées. C'est une espèce de fichier JSON. Bon, l'intérêt n'est pas ouf, il n'y a pas grand-chose dedans, mais bon, voilà, ça peut toujours être intéressant de voir leur communication interne. C'est en chinois. Je t'avouerai que oui, il y a des caractères chinois, mais aussi des caractères anglais. J'avais un peu parsé, mais j'ai pas regardé longtemps. Tu vas passer sans regarder. Voilà. Oui, bien Ça, sûr. tu veux dire. Je l'ai même pas téléchargé, je l'ai Ah regardé. ouais, ça va. J'ai lu sur Wikipédia, bien sûr, totalement. Alors ça, c'est juste, a été publié une espèce de documentation qui liste toutes les fonctions de sécurité d'Azure. Donc vous avez le schéma sur la droite. Moi, ma réaction, c'était celle du personnage à casquette. Voilà. Donc si vous voulez maîtriser la sécurité d'Azure, bon courage. Et attends, Sachant que ça change tout le temps. Ce que tu dis pas, Pardon ? Vlad, voilà, exactement. C'est que ça change tout le temps. Et depuis 2 ans, Oui. ça évolue quasiment tous les 2-3 mois, quoi. Ce qui est inquiétant, c'est que quand tu discutes avec des avant-ventes Microsoft, censés être experts, eux-mêmes n'ont pas la capacité à suivre toutes les évolutions et puis le reconnaissent qu'en fait, il y a tout le temps de nouvelles fonctionnalités, que c'est le bordel et que personne n'y comprend rien. C'est pareil sur les autres. Enfin là, c'est quand même assez Là, conséquent. c'est un niveau.
Ça, c'est le côté un peu offensif. Le premier, c'est un petit bout de code en C# qui permet en fait de détecter si vous êtes dans une sandbox ou dans un outil type IDEA, ce genre de choses. Ça permet de le détecter, puis ensuite de potentiellement ne pas exécuter la charge utile. Le deuxième, c'est Masky, un outil qui a été intégré à CrackMap Exec, pardon, CrackMap Exec, c'est un outil qui permet d'automatiser plein de choses sur de l'attaque Active Directory, donc sur du SI interne. Et là, en fait, Masky utilise une technique assez intéressante pour aller récupérer les condensats des mots de passe des utilisateurs. La technique classique, c'est je récupère la base de données des condensats des mots de passe, et puis après, pour ça, il faut que j'ai accès, par exemple, à un contrôleur de domaine, que je sois administrateur dessus, et je peux le faire à distance et récupérer tous les condensats de mots de passe. C'est pas hyper discret, c'est long, etc. Et ça, c'est une autre technique. Et également, LSAS, on peut le récupérer dans le processus de sécurité de Windows, pareil, des condensats de mots de passe. Et ça, c'est une technique assez intéressante, en fait, qui permet de faire appel au service de certificat de l'Active Directory, à DCS, pour aller récupérer, en fait, un espèce de package d'informations pour un utilisateur donné en usurpant une identité. Et dedans, il y a un condensat de mots de passe, puis après, on les casse hors ligne. Et je vous recommande l'écoute du podcast I Can Speak, où justement l'auteur de Masky en a parlé. Un podcast très intéressant pour ceux qui ne connaissent pas, assez technique, mais vraiment très intéressant. En deuxième, c'est contournement de AMSI, donc qui est l'interface antivirus de Windows. Donc là, vous avez un petit PowerShell en 7 lignes qui permet de contourner AMSI, c'est pas mal. Et si vous estimez que 7 lignes de PowerShell, c'est trop compliqué pour vous, il y a une autre technique, c'est votre poste, vous le renommez en HAL 9TH. Et en fait, il y a une exclusion dans AMSI et Windows Defender qui fait que si votre poste s'appelle comme ça, vous contournez toutes les détections antivirales. C'est pratique. Il faut gagner du temps si vous êtes vraiment très très flemmard. Hein. Mais c'est un développeur qui a mis ça en dur à la C'est en dur dans le code, oui. Mais c'est un pas mal, ça. C'est à la suite sur Ça notre sera peut-être corrigé prochainement, mais en tout cas, c'était encore fonctionnel il y a une semaine ou deux. Et plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Le gars, il voulait se mettre une porte dérobée et ça fonctionne. Peut-être. Fan de Kubrick. Plein de levées de fonds, je te laisse le faire. Ouais, alors là pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas Tetris, le Tetris a réussi à lever 44 millions d'euros. Alors, c'est un éditeur EDR, c'est plus une startup, hein, c'est une scale-up. Donc voilà, les 44 sont aussi à la hauteur de la manière dont s'est développée l'entreprise, mais Cocorico. De la même manière, Citalid, qui est là pour le coup une startup, mais qui fournit des solutions d'analyse de risques financiers associés aux cybermenaces. Elle vend en poupe parce que, comme vous le savez, les cyberassurances, en ce moment, le marché est en train d'évoluer énormément, voire même de se réinventer. Et donc, arriver sur ce marché avec une capacité à évaluer les risques financiers, ça va servir et les assureurs et les courtiers et les clients. Du coup, ça fonctionne bien et il lève 12 millions d'euros. Et puis, une autre startup française qui s'appelle Memento, qui vise à fournir des solutions de cache, donc sans la vision au serveur, pour ajouter une couche d'abstraction visant à se détacher de l'infra, un petit peu comme certains langages compilés, interprétés. Là, pareil, ça mord assez bien, le marché prend et Memento arrive à lever 15 millions d'euros. Donc, bravo, Cocorico. Côté business, on continue avec C4Gate, qui est une entreprise italienne qui s'est rapprochée de Diateam. Vous avez le communiqué en lien. Et Diateam, qui est en France le leader du CyberRunch et des formations associées. Je lis le texte, mais donc Diateam qui fait pas mal de simulations d'attaques, de simulations de crise, qui est même capable de reconstituer des environnements complets par exemple de bateaux, de choses comme ça, pour simuler vraiment, par exemple, un bateau qui se ferait attaquer ou des attaques sur le réseau d'un bateau. C'est militaire, c'est plutôt pas mal. Thales, ça. Ouais, alors moi je m'interroge sur une publication comme ça. Thales s'associe à Monaco Cyber Sécurité. S'il y en a qui ont des infos, je suis preneur. Ça sort juste après les assises en mode buzz. Monaco Cyber Sécurité, qui est une boîte qui se monte, qui est assez jeune et qui parle de la mise en place d'un SOC avec Thales. Bon, je pense plutôt que c'est Thales qui supporte. Je ne sais pas s'il n'y a pas des accords entre le Rocher et la France.
ouais, je me demande ce que. Voilà, c'est du business. C'est une news sans être une news. En fait, je m'interroge juste de ce que ça va être, de ce que ça va faire. C'est rien qu'aux infos. Je suis Pour le preneur. coup, Monaco Cybersécurité, ils ont une vraie volonté à monter leur propre capacité de stock pour superviser justement l'écosystème local à Monaco et globalement ce qui se passe dans la principauté. Il y a potentiellement un sujet aussi sur le cloud qui est entre Thales et Monaco, mais alors là, j'en connais pas beaucoup plus. Ouais, ils sont forcément liés à la France, puisque beaucoup des infrastructures numériques de Monaco sont sur le territoire français, physiquement. Et même la MSN, qui est ainsi monégasque, s'appuie sur les ressources françaises pour. Monaco Cybersécurité, c'est une très vieille boîte. Hein. Ah bon? Parce que sur l'article que j'ai lu. Mais non, mais c'est juste 50 noms qui changent. Ils changent plusieurs fois de Ah, ok. nom, ils doivent une boisson. D'accord. Tu sais, si tu prends Monaco Informatique Service qui date de Mathusalem, c'est la même boîte. C'est la même boîte. Avant-Garde, c'est la même Pour boîte. moi. Monaco Digital, c'est la même boîte. Ok, donc comme quoi, quand on fait de la veille, il faut toujours aller vérifier un peu plus. Donc, je reviens juste sur ce que c'est intéressant ce que tu dis, Hervé. Quand il y a deux choses, quand on dit exhaustivité, c'est dur de travailler l'exhaustivité. J'envoie un petit appel à ceux qui auraient des petites idées à remonter des éléments que Vlad et moi on pourrait présenter. Ça pourrait être intéressant. Et le second, c'est le temps qu'on a à consacrer à aller un peu plus loin. Donc, on discute au niveau des sources, on regarde. Parfois, on va chercher un peu plus loin, parfois, on va chercher un peu moins loin. Donc, de votre humble serviteur s'excuse pour la faute de ciblage sur l'âge de cette boîte. Mais voilà, s'il y a d'autres coquilles, merci de nous les faire savoir. Mais non, c'est absolument nickel. C'est exceptionnel. C'est la première, c'est la dernière. De toute façon, personne s'en sera aperçu. Non, mais c'est pas grave, c'est très bien, c'est l'intégrité de l'approche et ça n'en rend la restitution que Vlad et moi en fait que plus juste. Ah, mais il a triché, il a regardé dans son wiki perso pour pouvoir dire ça. C'est pas grave, ça compte. Bon, allez, next. Alors, droit juridique. Tu en avais parlé il y a 1 ou 2 mois, un malware qui s'appelle Raccoon Stealer. Et en fait, l'un des auteurs, voire le principal auteur présumé, a pris des vacances en Hollande avec sa copine. Et donc, sa copine a posté des photos d'eux sur Instagram. Et prison. Donc, je me suis permis ce petit montage en rajoutant. Voilà. Et je me disais, elle n'est pas originale celle-ci. Ouais, non, ce qui est intéressant voilà. dans cette histoire aussi, c'est de dire que en fait, dès que alors c'est un Ukrainien, le principal développeur de Raccoon, qui dès que la guerre a été déclarée, en fait, il s'est classifié ça. Il a fait fi aussi de son devoir de citoyen ukrainien en ne se présentant pas à la mobilisation générale pour combattre la Russie. Et il s'est barré aux Pays-Bas. Là, on le voit effectivement, comme tu dis, Vlad. Et il est quand même sous un mandat d'extradition aux US parce que les US ont un sacré beau petit dossier le concernant. Et une photo aussi qu'il a bien profité de ses vacances. Ouais, il a plutôt intérêt parce que là, c'est un peu la fin, là, je pense, pour lui. Alors, le deuxième point, j'ai vu ça, j'étais assez surpris, mais apparemment, il y a eu alors, je sais pas, je suis nul en juridique, mais donc un délibéré, ou en tout cas, ce que j'avais compris, c'est que la finalité des données doit être respectée, maintenue, c'est-à-dire que quand vous avez des données de prod qui sont dédiées à de la prod, vous n'avez pas le droit de les utiliser pour faire du test. Et a priori, maintenant, c'est la loi. En gros, si tu utilises des données de prod pour du test, prison. J'exagère un peu, mais. C'était une décision. C'était pas déjà le cas avant ? Un caractère personnel, il me semble. Et c'est un peu plus subtil que ça. Vas-y, n'hésite pas. Moi, en juridique. Il y a eu plein de discussions sur. Ouais, moi je rejoins la CNIL. La CNIL avait déjà évoqué ça on avait déjà ça, en fait, la liberté, non ? C'est pas aussi radical que ça. C'est-à-dire, tu ne dois pas utiliser des données de prod, sauf si tu justifies que tu as bien circonscrit le. Est-ce que tu as le droit d'utiliser des données de test en prod ? Mais non, mais si tu avais demandé lors du consentement le fait que les données puissent servir à des tests, etc., ça pourrait passer. Troisième point, ça va faire plaisir à Hervé, c'est qu'en gros, avec la FISA aux États-Unis,
Ils s'en foutent totalement de savoir que vos serveurs sont en France, en Europe, etc. Enfin, la localisation du serveur n'a pas d'incidence sur le fait qu'ils vont récupérer vos données si vous avez du logiciel, matériel ou c'est un fournisseur américain. Ça fait plaisir à personne. Il n'y avait pas vraiment de C'est juste que quand on racontait aux gens, ils ne croyaient pas. l'inverse. Oui. Alors ça, C'est uniquement les espions américains ou Pardon? je disais c'est uniquement les espions américains qui font comme ça ou les autres espions ils font pareil? Enfin, le truc, c'est comme ton SI est à 90% américain, c'est plus facile pour les Américains de faire ça. C'est-à-dire que le Liechtenstein pourra essayer. Le problème, c'est que tu n'as pas un système d'exploitation qui vient de là-bas. Ton réseau ne vient. Enfin, généralement, c'est du Cisco ou autre. Enfin, comme ton système d'information est quand même majoritairement américain, bah, c'est plus facile pour eux. Et Alors j'ai même ça, envie d'ajouter un point, juste Vlad. Le fait que les données oui, stockées soient dans des centres de données, comme on est en train de l'évoquer, dans des lieux qu'on connaît, c'est une chose. Mais en fait, les données en transit, quand ah vous oui, utilisez les infrastructures 365, enfin, regardez bien, hein, elles partent dans un tunnel VPN qui part aux US pour ensuite aller revenir en Europe pour être stockées dans les centres de données en Europe. Donc en fait, voilà, je dis pas que c'est un fiasco, mais soyez juste au courant que les données sont chiffrées pour être envoyées aux US sur les serveurs de Microsoft lorsque vous êtes sur du 365 par exemple. Elles sont déchiffrées et donc il n'y a même pas besoin d'aller les choper dans les centres de données ou que les centres de données soient localisés en Europe ou aux US. En fait, quoi qu'il arrive, elles transitent chez eux. Donc à partir du moment où les données en transit sont à un moment déchiffrées sur le territoire des États-Unis, bah, voilà quoi. Parce que les échanges que j'ai pu avoir par le passé d'ailleurs avec des juristes, c'est plutôt de dire que lorsque vous contractualisez avec un fournisseur de services états-unien et que vous souhaitez avoir gain de cause au moment où vous serez amené à avoir un procès, allez plutôt chercher plutôt à signer le contrat soit dans un pays européen, à un moment donné on évoquait l'Irlande, pour pouvoir être en mesure de pouvoir traiter le cas, voire même, a priori maintenant, l'idée serait plutôt de se dire de signer le contrat dans un État aux États-Unis qui soit plus en faveur de l'utilisateur que du fournisseur. Et a priori, l'idée, ce serait plutôt de dire je vais signer des contrats sur des États de la côte Est plutôt que de la côte Ouest. Donc, ce que je vous dis là, c'est une question, c'est une approche ouverte, c'est plutôt un appel à aller voir les juristes pour aller voir comment est-ce qu'on peut traiter au mieux dans le cas où on aurait une revendication à faire et un procès à tenter éventuellement. Mais les données en transit, les données en les cas, transit, c'est très compliqué. Hein. Enfin, si tu fais, enfin, si tu as le protectionnisme américain contre toi, ça va être compliqué. Ou la justice américaine contre toi, ça va être très compliqué. Je suis assez d'accord. Ce que je veux juste te dire, c'est que l'idée, c'est de se soucier de ce problème avant de signer le contrat pour essayer de mettre les billes de notre côté au mieux, que ce soit le plus favorable possible avant de démarrer, plutôt que de s'en soucier au moment où c'est trop tard et de se dire ah bah tiens, si j'avais su, j'aurais pas signé dans ces conditions, j'aurais fait autrement. Posez-vous la question avant de signer, quoi. Point suivant. Donc, il y a eu un jugement de la Cour de cassation suite à un appel où une personne a été relaxée donc, pour une histoire de trafic de drogue. Une personne donc, avait été arrêtée. On lui avait demandé de déverrouiller son smartphone. Il ne l'a pas fait. Et donc, en première instance, en cours d'appel, il a été relaxé. Alors, c'est parce que le mot de passe n'était pas considéré comme une convention de déchiffrement. Voilà, parce qu'il ne servait pas à décrypter les données, mais uniquement à débloquer un écran d'accueil. Ce qu'il faut sur un iPhone, parce que typiquement, quand vous démarrez votre iPhone, il faut que vous le rebootez, que vous saisissez votre code, il va servir à récupérer la clé qui est stockée dans le téléphone pour tout déchiffrer. Par contre, après, quand il est booté, quand vous remettez votre code, votre empreinte digitale, votre code PIN, ce que vous voulez, là, par contre, ça ne fait que déverrouiller. Mais au prédémarrage, là, par contre, ça va déchiffrer. À chaque fois que tu mets en œuvre, en fait, le débat, c'est que sur l'iPhone, c'est certain, à chaque fois que tu mets en œuvre un système de déchiffrement, est-ce que ton schéma ou ton empreinte il sert à débloquer, à récupérer la vraie clé qui ensuite va. Donc, de toute façon, il y a l'utilisation d'une convention de déchiffrement. Enfin bon, de toute façon, après, il y a la Cour de cassation.
La Cour de cassation qui a jugé que le contraire, que c'était donc une clé de déchiffrement. Et donc, en gros, le fait de ne pas donner son code, c'était un refus de remettre une convention secrète de déchiffrement. Et il y avait déjà une infraction qui datait de 2020. Elle existe. Donc, l'infraction, elle existe depuis longtemps. Hein. Si tu possèdes un moyen de chiffrement qui a pu être utilisé pour commettre une infraction, par exemple, si tu es l'administrateur système ou le patron d'une entreprise qui stocke des données chiffrées et on soupçonne que dans ces données chiffrées, il y a des éléments qui peuvent intéresser une enquête judiciaire, tu es tenu de fournir soit la convention de chiffrement, soit les données en clair. C'est uniquement dans le cadre d'une enquête. Ah oui, c'est dans le cadre d'une enquête. Parce qu'en fait, j'ai une copine qui est juriste mais débutante qui me posait la question, qui était un peu flippée de se dire, mais c'est-à-dire que moi, quand je me fais contrôler par un flic, il peut me demander mon code pour aller regarder dans mon téléphone. Il soupçonne que tu commis une infraction. Je suis pas N'importe quelle juriste, mais infraction. il faut qu'il y ait soupçon que le téléphone ait pu servir à préparer ou cacher une infraction en amont de l'infraction. Par contre, c'est effectivement, ça s'oppose à une perquisition où il faut une décision judiciaire. Là, c'est le policier qui, s'il a une raison plausible de soupçonner que ton téléphone a servi, il peut te demander le code. Et donc c'est une infraction qui existe depuis 2000, enfin 2001. Et elle a été appliquée au téléphone mobile depuis pas mal de temps pour obliger à fournir le code du verrouillage. Après, quand c'est un téléphone avec empreinte, tu prends la main, tu mets sur le téléphone, c'est terminé. Ouais, mais pas au premier coup. Il demande le code. Non, mais... Il y a un moyen de dire au téléphone, l'empreinte marche. Et... Ah oui, non, mais c'est-à-dire que une fois que tu as été arrêté, ton téléphone est en scellé, il suffit que le gendarme ou le policier prenne ta main et ton pouce et le mette sur le téléphone. Il me semble qu'il y a des jurisprudences qui disent que les empreintes digitales ne sont pas protégées par... C'est bien une infraction distincte, c'est-à-dire qu'elle concerne y compris les personnes qui n'ont pas commis l'infraction. La personne qui possède la convention de déchiffrement. Ah oui. Et ça peut être un tiers. En plus. Okay. Genre en informaticien. Et c'est juste une confirmation que ça s'applique bien dans ce cas-là. Ce que dit la Cour de cassation, elle dit que ça peut constituer une clé de déchiffrement. Et donc, il faut que dans l'enquête judiciaire, on explique que dans ce cas-là, avec ce modèle de téléphone, on sait que si c'est juste un truc bateau, c'est pas une convention de déchiffrement, mais du coup, nous, on n'a pas besoin de ça pour accéder aux données. Ok. Il suffit de ça peut concerner l'entreprise éventuellement? Oui. Ouais. C'est ça le tiers, l'entreprise. Le tiers, ça peut être l'entreprise ou ça peut être une personne dans l'entreprise, si c'est elle qui détient le secret. Ok. Et si tu le fais pas, c'est quoi? C'est 3 ans? Je sais plus, c'est 2 ans. Si vous êtes né et 200. Attends, je crois que quelqu'un a mis dans le chat 3 ans dans le cas 3 ans, d'un 270 000 € d'amende. Et 5 ans dans le cas d'un crime. Il me semble, de mémoire. Juste, je me demandais, tout vient du fait qu'on a dit, c'est le couplage entre le code de déverrouillage et le code de chiffrement, le fait que le code de déverrouillage soit utilisé pour libérer le code de déchiffrement. Est-ce que vous savez s'il n'y a pas un menu caché ou d'où vient ce couplage-là? Et éventuellement, on peut prendre les questions à la fin. Oui. Comme ça, on termine la présentation, on coupe l'enregistrement et on poursuit la discussion. Moi, j'ai une autre question dessus, c'est si ton téléphone, tu vas au Japon et comme ils peuvent se marier avec des consoles de jeux vidéo, tu te maries avec ton téléphone, est-ce que tu peux considérer que ton téléphone ne peut pas témoigner contre toi puisque c'est devenu ton épouse ou ton époux? Dans les séries américaines. Non, mais au Japon, ils se marient dans les séries américaines. Christophe, MyOpenVDP, tu veux en parler vite fait? Ouais, très rapide. C'était juste pour évoquer le fait que se pose des questions, là, en l'occurrence, sur les plateformes de Bug Bounty. On travaille pour des clients qui mandatent une prestation. Et là, en fonction de ce que vous trouvez, vous êtes payé. Là, en l'occurrence, une grande plateforme de Bug Bounty a ouvert une initiative, donc une solution de programme de divulgation volontaire des vulnérabilités, sachant que l'on sait les problématiques qu'on peut avoir d'un point de vue légal
et la réticence que certains peuvent avoir aussi à fournir les informations des recherches qu'ils ont fait. C'est un sujet qui est assez, de mon point de vue, assez sensible au sein de la communauté. Donc là, l'idée, c'est de favoriser une approche responsable de la divulgation de failles, à voir comment est-ce que ça va pouvoir être encadré dans le futur et comment la communauté va pouvoir s'en servir au mieux sans pour autant venir servir les cybercriminels. Affaire à suivre. Conférence. Donc, il y a eu les assises en octobre. Hexacon, apparemment, c'était un beau succès. Fit Montréal. Unlock Your, Unlock Your Brain, donc la semaine dernière. Ça, c'était cool. Apparemment, très, très belle édition. Fit Montréal, c'était une conférence? Oui, oui, Salon. conférence. Si, mais j'en ai fait une d'ailleurs. On parle. Ouais. Et les prochaines, donc Black Alps dans quelques jours. Le CCC, a priori, toujours annulé. Désolé, Greg. On ne sait pas pourquoi. Ils Ah, ont si, dit c'est que les conditions sanitaires n'étaient pas réunies, ils avaient peur. Ça sera dans les groupes CCC locaux. Les Allemands et la Chambly. Ah oui, il faut que j'en rajoute. Apparemment, il y a Gréac et Defcon Paris aussi également. Alors là, c'est confirmé. J'espère qu'ils le feront l'année prochaine, c'est ça. Le hack est confirmé 30 juin, 1er juillet. Alors, Gréac, 18-11, il faut que je note ça. Et votre compte du 11 au 14 avril. Donc, je le mettrai. Il a oublié votre compte. Mais non, mais en général, je le mets. 2 fois que je te le rappelle. Mais non, mais en général, je le mets 1 ou 2 mois avant, pas 6 mois. Ah Non, mais là, tu as mis le stick en juin. Donc, Oui, mais Stick, c'est. T'as raison. Il faut mettre le 30 juin. Non, mais Stick, ça va être une grande fête parce que là, c'est les 20 ans. Mais là, c'est la 10e édition de Ok, bon, je vais le rajouter. C'est ça. Je vais le rajouter. C'est un rêve. C'est un rêve. Sympa aussi. C'est bien aussi. C'est sympa. Bon, allez. Plus d'amis. Christophe? Ouais, il paraît que si tu n'as pas fait le stick une fois dans ta vie, tu as loupé ton existence. Je ne sais pas qui a dit ça, mais. Ouais, là, un challenge à l'initiative de la DSE de Centrale Supeg. A priori, la 4e édition, je ne connaissais pas. Malheureusement, on arrive un peu tard puisque les inscriptions ont été clos hier, mais peut-être pour l'année prochaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, une compétition qui lie la data science, la sécurité et la cryptanalyse. Donc pour cette année, à ceux qui auront réussi à s'inscrire et pour lesquels les inscriptions auront été acceptées, c'est le 3 décembre 2022. Pour les autres, rendez-vous l'année prochaine si ça vous intéresse, fin d'année 2023. Et on arrive sur les derniers slides, il n'y en a pas beaucoup. Alors ça, c'est pas vraiment cybersécurité, mais un peu quand même. Donc Twitter, suite à la prise de pouvoir d'une certaine personne que je préfère ne pas qualifier publiquement. Donc il y a eu beaucoup de licenciements. Comment? Elle t'écoute. Non, mais j'ai pas envie de dire publiquement que je trouve que c'est un gros con, mais voilà. Je sais, je vais faire venir de Twitter. Donc, côté modération, moins 15% des effectifs. Côté droits de l'homme, éthique, moins 100%. Parce que ça sert à quoi les droits de l'homme, franchement. Une partie des devs ont été licenciés par rapport aux lignes de code produites, parce qu'on sait très bien que plus un dev produit des lignes de code, plus ça veut dire qu'il est performant, bien sûr. C'est voilà, encore une gestion. Les entreprises, ils ont réembauché. Il y a réembauche parce qu'ils en ont viré trop, en fait. Ouais, ils se sont rendus compte qu'ils en avaient trop viré. Ouais. Bon, Deuxième point qui peut potentiellement impacter votre budget sécurité, Office 365, comme ils ont tué le marché avec des prix plutôt bas, entre guillemets, là, ils augmentent tranquillement les prix de 20%. Pour info, moi, j'avais un client il y a très, très, très longtemps qui était parmi les premiers en France à avoir de l'Office 365. Pendant 1 an, a pris quasi cassé et après, plus 50%. Et alors, tu peux rien faire parce que tu es pieds et mains liés vis-à-vis de cette entreprise. Et donc, tu aurais pu rajouter éthique moins 200% pour la hausse des prix là, à vue de concurrence. Il y a pas mal de solutions. Le problème, c'est que c'est compliqué. Comme ils écrasent le marché, la concurrence a du mal à sortir. Tu as quelques boîtes françaises qui le font. Mais je n'ai plus les noms en tête. Mais... Si tu veux tout le paquet, si tu remontes un tout petit peu, et il y a une image qui est pas de moi. Je remonte où?
Non, juste sur le côté de l'augmentation des tarifs de Microsoft. Oui. Il y a une image qui est sortie il y a 2-3 ans par Alain Bouillet, qui, alors je ne sais pas si c'était lui qui était réellement à l'origine, mais l'idée était de se dire, est-ce que l'on veut voir une course de Formule 1, pour prendre l'exemple, avec plusieurs voitures sur la piste, ou est-ce que, à force de toujours encourager la même, au final, on casse les budgets des autres écuries et on prend le risque de se retrouver à voir une seule voiture courir seule la course, sans autre voiture sur le circuit, en rond. Et je me demande si, quand cette image a été évoquée avec bien en tête l'histoire de Microsoft, on n'est pas en train de d'écrire ce scénario. C'est assez difficile à penser, mais quand je vois les 20%, ils vont en profiter pour continuer. Il n'y a pas de raison, quand on a le monopole et qu'on ne peut pas trouver mieux ailleurs. C'est là où on voit que la Et concurrence. puis revenir en arrière, c'est quand même, quoi. tellement compliqué. Parce Et qu'aujourd'hui, ouais, alors, je dire. on parle de Word, Excel, etc. Mais les entreprises, elles n'utilisent pas que ça. Et j'ai vu plein de boîtes qui créent carrément des workflows juste avec les SharePoint où tu déposes un document, ça fait telle action, etc. Plein de choses comme ça, où tu reçois un mail. Et revenir en arrière de tout ça, c'est bizarre. Enfin, C'est là où c'est enfin, terrible, en fait. C'est la manière dont on peut être dépendant. Là, on a une approche, une analyse sociologique à faire, mais voilà. Je ne sais pas dans quelle situation on sera avec Microsoft dans plusieurs années. En tout cas, ça risque de coûter cher à ceux qui continuent à travailler avec Microsoft. ouais. Ensuite, alors ça, c'est un sujet concernant le blocage des IP par le lobby des ayants droit, donc musique et autres, qui veulent en fait avoir la main sur les listes d'exclusion pour pouvoir bloquer eux-mêmes, enfin fournir eux-mêmes les listes d'IP à bloquer, demandent aux opérateurs de bloquer chez les opérateurs. Donc bon, voilà, c'est complètement stupide. Et je sais pas, j'ai mis ils apprendront jamais, mais effectivement, c'est voilà. Alors Campus Cyber, c'est génial. Vas-y. Ah, Eric. C'est pas si stupide que ça. Il y a plein de scénarios où ça marche. La question, c'est de l'appliquer de façon ciblée. Déjà, il y a un problème, c'est la raison pour laquelle ils font ça. Et après, il y a la mise en application. Dans la loi, c'est la protection d'application. C'est pas eux de donner les IP. Bah, si. Comment ils peuvent le savoir? Parce que c'est eux qui font la veille des pirates. Ah oui, mais il faut le prouver. Ah oui, ils le prouvent, ils apportent les IP avec les listes de fichiers. Non, ils apportent les IP, c'est tout. Non. Ouais. Mais sinon, regardez ce que fait l'ARGEL, qui s'appelle l'Agence nationale des jeux maintenant. Ils font du blocage soit d'IP, soit de nom de domaine en fonction des cas. Oui, mais c'est différent. Là, on parle du blocage de potentiellement services sites web auxquels les gens accèdent. Là, on parle de bloquer les adresses IP. C'est pas que du site web, ça peut être du flux fermé à des logiciels de jeu. Bon, de toute façon, c'est complètement stupide parce que c'est contournable très facilement. Donc, Campus Cyber, c'est génial. Il y a plein de nouveaux partenaires qui ont été annoncés. Donc, en particulier Paladin Capital. Super, c'est trop cool. Paladin Capital, c'était juste géré par le général Kenneth Minion, qui était l'ancien directeur de la NSA. Donc ça rentre au Campus Cyber. Qui parlait tout à l'heure de souveraineté, je ne sais plus. Non, mais c'est l'héritage international. C'est l'héritage de produits étrangers, c'est au 6e. Très bien. Mais ça compte pas. Oui, c'est. Ouais, nous, on est au 8e. Rappelle-moi, la DGSE, ils sont à quel étage? 4e? 7e. 7e. Ah, ils sont très loin alors du 6e, ça va. Enfin, NSC, c'est, on va dire, pour faire très simple, l'équivalent de l'ANSSI en Angleterre, a communiqué sur le fait qu'il scannait Internet à la recherche de vulnérabilités de plein de choses et potentiellement remonter les infos aux entreprises ou pas. Alors, pour rappel, l'ANSSI fait pareil, mais uniquement vis-à-vis des collectivités, OIV, etc., avec l'outil qui s'appelle, avant c'était IVRE, il scanne Internet, et le nom officiel maintenant, c'est quoi le vrai nom? Aujourd'hui, je ne sais plus. Enfin, il y a le vrai nom un peu moins pochetron, rue de la Soif à Rennes, utilisé par l'ANSSI. Et donc, sur le truc de la NCSC, il est possible de faire un opt-out, donc de se désinscrire. Si vous ne voulez pas être scanné par les Anglais, je me posais la question de est-ce qu'on peut demander à sortir 000/0 Ça peut être rigolo de leur demander ça. Ensuite, alors ça, c'est très rigolo. C'est ce que tu as ajouté, Christophe, Microsoft. Ouais.
Alors en fait, moi, on fait pas mal de dev chez Patrol et on s'est posé la question, on a commencé à réfléchir à l'utilisation de Copilot, qui est comme Microsoft a racheté GitHub, ils ont une base de code qui est gigantesque et Copilot, c'est un outil qui va avec a priori de l'intelligence artificielle, quand vous commencez à coder des trucs, va vous compléter votre code. C'est-à-dire que je sais pas, vous dites je vais faire une boucle qui va faire tel truc, bah, il va vous proposer quelques lignes de code qui font ce que vous pensiez vouloir faire. Et dans pas mal de cas, ça peut être bon. Sauf qu'en fait, ce code, il n'est pas magique. Il vient de codes sources qui sont sur GitHub que Microsoft et Copilot ont récupéré. Et le problème, c'est que ça pose quelques problèmes de copyright. Parce qu'a priori, donc, alors je n'ai pas vu le procès, mais vas-y, explique-le. Ouais, il n'y a pas d'imputabilité en fait. Là, en l'occurrence, il se trouve que la personne qui a tenté un procès, c'est un programmeur qui a aussi la casquette d'avocat. Et lui, il estime que ça viole les termes des licences open source et des droits des programmeurs parce qu'à force en fait de faire tourner la boucle, parce qu'il y a OpenAI aussi qui est dans les incriminés, à force de faire tourner la boucle du je te trouve le meilleur code, il te fournit un espèce de snippet qui, au final, n'a pas de père, n'a pas de mère en fait. Et du coup, comment tu peux respecter le droit des codes qui ont été écrits de multiples développeurs divers et variés en te disant au final, bah, moi je peux aller chercher le meilleur de tout et comment je vais valoriser en fait le travail qui a pu être fait par ces personnes parce que l'intelligence artificielle, si tenter qu'il y en ait réellement une dans cette histoire au-delà du marketing, en tout cas, les process qui tournent pour aller chercher ou compléter ou même te fournir des fonctions qui tiraient bien, eh bien, elles ont pas, même s'il y a eu des algos de machine learning qui, a priori, ont fait de l'apprentissage automatique de milliards de lignes de code, il n'en reste pas moins que sans ces éléments en entrée, il n'y a pas de fonctionnement du copilote. Du coup, là, le droit des développeurs se voit bafoué. C'est pour ça qu'il y en a en justice. Ouais. Maintenant, il faudra faire des choix. Et puis, ouais, alors, Troll Velu, ouais, celle-ci, c'est assez hallucinant. En fait, ce que l'on a là, c'est même difficilement croyable. On peut se demander si le LA Times n'est pas aller chercher des trucs complètement ubuesques. Mais si je le fais court et peut-être pas forcément super juste, il y a des centaines enfin, il y a des dizaines de milliers de personnes au moins, ça aurait été confirmé par les autorités cambodgiennes, qui seraient au Cambodge. Pour certaines, a priori, qui viendraient du Vietnam, là où les conditions sont très difficiles, et qui seraient exploitées par des cybercriminels chinois. Et dans l'approche, l'idée, c'est un peu comme quand on est à la tête d'un groupe qui va dire tu dois faire ton chiffre. Et ben là, en l'occurrence, parmi les différentes escroqueries, on demande à créer à ces personnes des faux comptes Facebook, des faux comptes Instagram, des faux billets pour des ventes d'événements sportifs, des fausses plateformes dédiées à la crypto, entre autres, en veux-tu, en voilà. Et on demande à ces personnes de ramener un chiffre d'affaires de plusieurs milliers de dollars. Ce sujet-là, je pense qu'il mérite d'être creusé. Ça pourrait être une des sources qui montre comment les attaquants sont assez forts. À voir, parce que là, pour le coup, dans cette démarche, on n'évoque pas que des problématiques de cybercriminalité, on évoque aussi des personnes qui travailleraient forcées dans des casinos et il y a des preuves qui seraient sorties des vidéos de personnes qui se rebellent. À voir. Donc là, c'est juste une. Surtout que si jamais ils ne ramènent pas assez de chiffres, on les barre, en fait. Et on les affame. En fait, faut lire l'article pour voir exactement, mais voilà, je l'ai mis dans les trolls venus, mais ça fait un peu froid dans le dos, en fait. Si tout ça, c'est complètement avéré, je ne sais pas quel est le degré de vouloir faire buzzer, mais je pense qu'il y a du. Enfin voilà, j'ai rien contre les journalistes de quelque nature que ce soit. Mais là, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, nous, dans le monde de la cybercriminalité, ça peut être une piste intéressante pour voir comment le monde des cybercriminels évolue. Ça veut dire qu'il faut pas faire pareil avec les analystes SOC.
Notre approche. Je crois que les autorités cambodgiennes auraient dit que ce serait une différence d'interprétation du droit du travail. Ah oui, d'accord. Bon, pas mal. On met du juridique qui fait passer, ça marche. Ouais, les deux derniers slides. Celui-là, c'est juste une publication sur LinkedIn. Normalement, j'ai bien censuré. On ne peut pas reconnaître une personne qui, pour prouver ses compétences et sa carrière, a publié ses badges de toutes les boîtes où il a été. Super. Merci. Que tous les red teamers, cambrioleurs le remercient. Hein, parce que moi, j'ai 3 clients. J'ai 3 clients et les badges, ils ressemblent vraiment à ça. Ah non, il y en avait d'autres. Il a publié d'autres, j'ai pas tout mis. Et ah si, ouais, si, il y a 3 clients là et ces badges, ils ressemblent vraiment à ça, aujourd'hui encore. Merci. Il a vraiment bossé là. Non, il a été Je pense prestataire. qu'il a été presta. Il a été parfois salarié, parfois prestataire. Donc, il travaille dans une boîte de sécurité. Et pour montrer que c'est vrai son CV, que c'est pas du bidon, il a mis tous ses badges. Déjà, premier problème, comment il a pu garder ses badges? Et deuxièmement, ça, c'est de l'or en barre parce que tu veux commencer à attaquer, enfin, faire une intrusion parce que au moins, tu peux passer le premier contrôle visuel des badges grâce à ça. Ouais, fini. Ah, d'accord. Enfin, et donc dernier slide. Alors ça, je vous recommande vraiment. Apparemment, ça fait quelques temps que ça existe, mais j'ai découvert. C'est une publication qui a été faite par le CERTEU. Donc vous avez le premier dessin en haut là, qui illustre en fait toutes les grandes attaques depuis 2011. Et quand vous cliquez sur une année, vous avez les attaques, les principales attaques par trimestre. C'est super joli. Ça résume tout. C'est d'une élégance. J'adore ce truc. C'est vraiment. Je vous recommande d'aller voir. Vous avez l'URL là. Franchement, cliquez juste sur les années, ça prend quelques secondes, c'est top. Je ne sais pas si c'est l'initiative de Sad, mais en tout cas, c'est vraiment super. Ah bah oui, vraiment, bravo. Et voilà, c'était le dernier slide. Donc, prochaine réunion, normalement, le mardi 13 décembre. Je ne sais pas où encore, on verra. Et after work, on va essayer prochainement, un jour, peut-être. Mais par contre, on connaissait le programme du 13. Je crois. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci infiniment à Christophe.